Bonjour à tous. Nous sommes ici pour cette nouvelle séance de formation, sensibilisation, donc un webinaire organisé par l'Office de tourisme de Pyrénées-de-Vallée dans le cadre du programme POCTEFA. Je rappelle le programme POCTEFA. C'est un programme de coopération transfrontalière entre trois pays que sont Andorre, France et Espagne, d'où EFA à la fin de POCTEFA. Et dans le cadre de ce programme, il y a le projet POCTEFA du Sal, qui nous intéresse plus particulièrement puisqu'il concerne nos deux territoires, à savoir du côté espagnol, le Soar Bay, et côté français, Pyrénées-de-Vallée. Voilà, l'ensemble du territoire Pyrénées-de-Vallée. Et dans le cadre de ce programme, on bénéficie des fonds FIDER qui nous permettent de financer ces séances de formation. Nous accueillons ce soir Laura Blanchard, que nous avons déjà accueillie la semaine dernière pour une séance sur les leviers digitaux. Aujourd'hui, elle va nous parler du SEO, du Search Engine Optimization. Elle va nous en dire quelques bases. Je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je reste en tant que spectateur pour poser les questions et avec l'aide de Quentin, on est là pour lire aussi vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos commentaires sur la phase commentaires. Nous les lirons. Merci à vous. Et à toi, Laura. Donc, Laura, attendez. Voilà, Laura. Donc, excuse-moi, je ne t'ai pas présentée. Je vais me présenter, c'est pas grave. Cofondatrice de l'agence COSI, auquel nous avons recours, et consultante SEO depuis 10 ans. Voilà. Je te laisse. Allez, merci. Bonne séance. Bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent en replay. Je m'appelle Laura Blanchard. Je suis en effet consultante SEO depuis 10 ans. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Laura_NTE. Et puis, je suis en effet cofondatrice de l'agence COSI. On est une agence de web marketing à Nantes. On est 4 associés. Et notre cœur de métier, c'est le SEO. Et aujourd'hui, on va en effet parler SEO, même si c'est une conférence qui est un peu différente de ce qu'on peut voir, dans le sens où on ne va pas forcément explorer les 4 grands piliers, on va dire, du web marketing, qui sont la technique, le contenu, la popularité et l'UX. Je voulais proposer une autre approche qui est en fait, j'ai envie de dire, faire du SEO sans faire du SEO, c'est-à-dire utiliser des bonnes pratiques web et utiliser des concepts issus de l'UX pour pouvoir améliorer son référencement naturel. Je trouve que c'est une approche plutôt sympa pour un peu démystifier le référencement naturel et puis pour pouvoir s'y mettre sans que ça fasse trop peur. Pourquoi est-ce que j'ai cette approche aujourd'hui? Parce que ça va vous permettre d'optimiser la visibilité de votre site internet, surtout le parcours de l'utilisateur. C'est-à-dire que déjà, au sein des moteurs de recherche, le but, c'est d'avoir un meilleur positionnement parce qu'on va mieux prendre en compte ce qu'on appelle l'intention de recherche. Donc, l'intention de recherche, c'est quand je tape un mot-clé, qu'est-ce que je veux dans ma tête? Ça va aussi nous permettre d'avoir plus de trafic parce qu'on va essayer d'avoir une information qui sera de meilleure qualité. On va essayer de développer évidemment les conversions. Ou les ventes en ligne, si on est sur du e-commerce. Le but, ça va être de lever des freins grâce à la fois au contenu et aux fonctionnalités. Et puis, on va essayer d'améliorer la fidélisation avec cette approche en proposant une expérience de navigation qui est plus satisfaisante. Donc, vous voyez qu'on est plutôt sur de l'UX, sauf qu'on applique ça au référencement naturel et on applique surtout ça aux personnes qui proviennent des moteurs de recherche. Et maintenant, on fait quoi ? Pour réussir tout ça, il y a 4 grands ensembles dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a une partie où on mélange SEO et UX que je n'aborde pas ici, qui s'appelle la web perf. Donc, pour dire simplement, c'est le temps de chargement d'un site internet. On pourrait faire toute une conférence sur ce sujet, donc là, je ne vais pas forcément l'aborder. Donc, l'idée, c'est qu'on aborde plusieurs sujets. L'influence des personas dans le choix des mots-clés. Le concept de mots-clés, comment est-ce qu'on l'explore et on le pousse pour optimiser son référencement. Quelques tips de rédaction pour avoir un contenu qui est intéressant, qui donne envie d'être lu et qui est effectivement lu. Et puis, on terminera par des bonnes pratiques de template, de structure de page pour le SEO. Alors, c'est parti. Première étape, donc les personas.
Vous voyez ce titre à gauche, comment réellement, concrètement et véritablement l'utiliser pour le SEO. J'ai noté ça parce que souvent les personas, soit on s'en fait tout un monde et on est trop focus dessus, soit on les a définis une fois et on s'en sert plus jamais. Parce qu'en fait, les personas, c'est un outil fantastique, mais c'est parfois un peu flou et ça manque de concret. Et donc, je voulais vous donner 2 exemples où les personas sont concrètement utiles au SEO, voire vont définir votre stratégie de référencement naturel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un persona? Il y a plusieurs personas, on en a parlé la semaine dernière. Il y a les user personas et il y a les buyer personas. Là, on est plutôt sur des buyer personas. Donc ça, ce sont les 5 grands critères qu'on utilise, nous, à l'agence Cozy, pour définir les personas. Les critères démographiques, l'âge, le sexe, la ville, la catégorie socio-professionnelle, les revenus. Les critères psychographiques, où là, on va plutôt parler des valeurs, des aspirations, plutôt ce que les personnes ont dans la tête, on va dire. Les besoins, qu'est-ce que je veux faire? Les motivations, qu'est-ce qui va me pousser à réaliser ce que je veux réaliser? Et les freins, qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller réaliser ce que je veux réaliser et combler mon besoin? Et donc, une fois qu'on a dessiné ce persona, l'idée, c'est de l'utiliser pour challenger une stratégie SEO. Et une stratégie SEO, elle est définie par quoi? Le première étape, ça va être le mot-clé. Pourquoi c'est le mot-clé? Parce que comme on est dans un domaine où on part des moteurs de recherche, et la première interaction des internautes avec un moteur de recherche, c'est évidemment la recherche et donc le mot-clé. Donc ce persona, moi je l'utilise de 2 manières. Premièrement, pour me demander est-ce que le mot-clé que je veux, sur lequel je veux me positionner est effectivement recherché par ma cible. Parce que parfois, la subtilité est sensiblement subtile. Je vais vous donner un exemple. Dans cet exemple-là, on est donc dans le domaine du médical. On va dire qu'on s'adresse à des professionnels de santé et dans ce contexte-là, moi, je devais faire une recherche de mots-clés parce qu'on voulait se positionner sur des requêtes autour de la douleur. Et comme on est dans du B2B, je devais m'assurer que les mots-clés que je choisissais correspondaient bien à ma cible et non pas à du grand public. Et donc, en fouillant, en fait, si je n'étais pas allée explorer et si je n'avais pas questionné avec mon personnage, j'aurais peut-être gardé ces 3 mots-clés-là et on aurait peut-être créé des contenus pour ces 3 mots-clés-là, si je n'avais pas eu mon persona sous la main. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, vous avez les réponses à droite. Définition de douleur chronique, quand vous allez le chercher dans Google, et la clé est là, c'est-à-dire que pour savoir si un mot-clé est pertinent ou non, vous allez le chercher dans Google. Pour savoir si ce mot-clé était pertinent, je suis donc allée voir les résultats qui se positionnent sur ce mot-clé. Et je me suis rendu compte que définition de douleur chronique, on allait avoir du Doctissimo, par exemple. En fait, des contenus qui ne sont pas les contenus que ma cible va lire. Encore une fois, je m'adresse plutôt à des professionnels de santé. Ensuite, physiologie de la douleur, où là, on peut se dire qu'on se rapproche un petit peu plus de la cible. On se rend compte que les sites qui se positionnent sur ce mot-clé-là, ça va plutôt être des facultés de médecine, tout simplement, voire des PDF de cours sur la douleur qui ont été créés par des médecins. Et puis le dernier, protocole douleur. Là, à l'inverse, et donc là, on voit qu'on est dans la cible. On se rend compte qu'on est plutôt sur la Haute Autorité de Santé, par exemple, qui va se positionner. En fait, on se rend compte que le terme protocole, c'est un terme de professionnel et pas un terme grand public. Donc finalement, en ayant défini ce persona en amont de ma stratégie, ça m'a permis d'affiner mes choix de mots-clés et me dire, OK, moi, je cible que les professionnels de santé. Donc, ma priorité, ça va être de me positionner sur protocole de douleur. Peut-être que dans un deuxième temps, je vais aller créer un contenu pour me positionner sur physiologie de la douleur. Par contre, définition douleur chronique, je vais l'exclure de ma stratégie SEO. Donc, comme vous le voyez dans ce petit carré rouge-là, définir son persona, ça va confirmer ou infirmer la stratégie SEO, exclure ou inclure et surtout prioriser ma production de contenu par rapport à ce choix des mots-clés. Et puis la deuxième question
enfin, la deuxième chose à laquelle me sert mon persona, c'est quelles questions se pose ma cible lorsqu'elle effectue une recherche. Et là, c'est un vrai travail d'empathie. Vous devez sortir de votre rôle d'éditeur de site web et rentrer dans le rôle du persona que vous visez et vous poser cette question-là. Donc, par exemple, EHPAD Nantes, on en avait parlé la semaine dernière. L'idée, c'est de se dire, je suis cette personne que j'ai définie, cette cible. Elle tape EHPAD Nantes. Quelles sont toutes les questions qui peuvent lui passer par la tête? Et vous allez les lister. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec moi si vous voulez. Vous tapez EHPAD ou maison de retraite plus la ville où vous habitez. Qu'est-ce qui vous vient par la tête? Moi, personnellement, si j'avais ma maman ou mon papa à placer en maison de retraite, je me poserais ces 3 questions. Est-ce que c'est loin de chez moi? Combien ça va me coûter? À quoi ressemble l'EHPAD? Mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a une dizaine, une quinzaine qui peuvent venir. Est-ce que je peux venir facilement en voiture? Est-ce que je vais devoir prendre le bus? À quelle heure je peux passer? Est-ce que je peux venir n'importe quand? Est-ce que je peux l'appeler n'importe quand? Quelle activité elle va pouvoir faire? Ils vont pouvoir faire? Est-ce qu'ils seront bien traités? Etc. etc. Donc, ce travail d'empathie va vous donner une liste de 10, 15, peut-être 20 questions. Et à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à 3 niveaux. Premièrement, ce qu'on appelle le wireframe. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le wireframe, c'est l'étape juste avant la maquette. C'est quand on sait de quoi on veut parler, mais qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler la page. En fait, on va placer les éléments, on va créer la structure de la page sans la charte graphique. On va placer les titres, on va se dire à cet endroit-là, je veux parler de ça, mais je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. À cet endroit-là, je vais mettre un paragraphe, etc. Et donc, lister toutes ces questions-là, ça va vous permettre en fait, de définir le contenu dont vous allez parler dans votre page. Et du coup, ça va impacter à la fois le wireframe, cette structure. Comment je vais créer mon contenu? Quand je dis la structure, en fait, c'est le plan, la liste des paragraphes et puis la rédaction. Donc, en fait, à cette étape-là, vous faites déjà du SEO sans faire du SEO. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec cette approche-là. Si on connaît très bien les gens à qui on parle, si on connaît leurs freins, leurs motivations, leurs besoins, c'est déjà plus facile de commencer à mettre en place une stratégie SEO, même si on n'y connaît rien. Et puis après, on va venir affiner ce qu'on appelle la sémantique. On va venir enrichir le champ lexical pour améliorer son positionnement. Voilà pour les personas. Je fais un pont assez évident vu qu'on est en train de parler de mots-clés. La deuxième partie que je voulais aborder, et c'est peut-être la plus importante, ce sont les mots-clés. Comme je vous disais tout à l'heure, les mots-clés, c'est la première étape d'une stratégie SEO parce que c'est ce que les gens, c'est leur manière d'interagir avec le moteur de recherche. Il y a un deuxième concept qui s'appelle l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est donc qu'est-ce que veut l'internaute quand il tape ce mot-clé? Quand on définit une stratégie de mots-clés, donc quand on choisit les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, on peut parfois avoir du mal à percevoir quel type de contenu il va falloir produire pour pouvoir se positionner sur ce mot-clé. Et donc, ces 5 étapes que je vais vous montrer vous permettent de sortir le contenu idéal par rapport à cette fameuse intention de recherche. Comme je vous disais, c'est en 5 étapes. Donc, première étape, on va faire un tour sur la SERP. La SERP, ça veut dire quoi? C'est Search Engine Result Page. Donc, en fait, c'est la page de résultats de recherche de Google, tout simplement. Donc, la première étape, quand on a choisi le mot-clé sur lequel on veut se positionner, on va reprendre EHPAD Nantes, par exemple, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur Google. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe sur Google. Et là, vous allez regarder les résultats qui sont déjà positionnés. Donc, par exemple, ici, on voit des annonces qui sont à peu près toutes les mêmes. On me parle de places disponibles. Et puis là, tout de suite, on a un résultat, un pack local. Donc, un résultat avec Google Maps, ce qui sous-entend, mais on l'a dans Nantes, qu'on va devoir positionner un résultat local, c'est-à-dire une page qui parle d'un lieu, d'une adresse. Et puis, vous allez continuer à fouiller, à regarder les types de sites qui se positionnent. Et au fur et à mesure de cette analyse, vous allez pouvoir commencer à percevoir quel type de contenu vous devez produire. Là, rien qu'avec ça, on sait qu'il faut que ce soit une page locale. Si je descends en dessous, je vois qu'il y a
des pages locales un peu partout. Ça peut être aussi une liste de résultats à Nantes. Et puis, là, on est sur une requête qui est celle qu'il est, mais si on est sur une requête avec de l'achat, par exemple, on peut voir des résultats shopping. Si je cherche caméra de surveillance, je vais avoir des résultats Google Shopping. Vous savez, ces vignettes avec des produits. On peut avoir des PAA, des People Also Ask. Ce sont les questions que Google propose, les questions associées à une requête. On peut avoir des positions zéro. Position zéro, c'est quand le moteur de recherche répond tout de suite à la recherche directement dans le moteur de recherche, etc., etc. Et donc, en faisant ce premier aperçu de la page de résultats de recherche, vous commencez à vous dire, OK, par exemple, là, EHPAD Nantes, il faut que je fasse une page avec un bloc adresse, sûrement une carte, sûrement des accès en bus, en train, des choses comme ça. Si je continue, hop là, j'enlève ça. Si je continue à la deuxième étape, une fois que vous êtes allé voir votre page de résultats de Google, vous allez aller voir les concurrents. Donc, quand je dis aller voir les concurrents, ça veut dire quoi? Ça veut dire cliquer sur la dizaine de premiers résultats, enfin, les 10 résultats sur la première page, pour aller voir les types de pages qui sont proposés. Est-ce que déjà, ces concurrents, ce sont des concurrents avec une grosse notoriété? Est-ce que je fais face à du Amazon ou est-ce que je fais face à la petite PME du coin? Ce qui va vous donner une idée de la difficulté ou non de vous positionner. Si le mot-clé que vous visez, sur la première page, vous n'avez que des gros sites, des grosses marques, ça va peut-être être un peu compliqué de vous positionner. Une fois que vous êtes allé voir les noms des marques, vous pouvez ouvrir les pages et puis aller voir les types de pages qui sont positionnées. Est-ce qu'on a, si on est sur du e-commerce, une page catégorie? Est-ce que c'est plutôt des fiches produits? Et si on est sur un site éditorial, est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est une page commerciale? Est-ce que c'est une landing page de téléchargement d'un PDF? Cet aspect-là va plutôt vous donner un aperçu de ce qu'attend Google, finalement. Parce qu'il y a une notion à percevoir, c'est l'écart entre l'intention de recherche de l'internaute et l'intention de recherche que Google perçoit. Et évidemment, si vous voulez vous positionner, il faudra plutôt satisfaire Google que l'internaute dans un premier temps. C'est-à-dire que typiquement, le template de la page que vous allez choisir doit être plutôt aligné avec ce que proposent les autres concurrents. Et après, à vous, dans la page, dans l'éditorial, de proposer quelque chose de meilleur que les concurrents et puis évidemment qui fait vendre votre produit. Donc à cette étape-là, on a le mot-clé qu'on veut, sur lequel on veut se positionner. On est allé voir sur Google à quoi ressemble la page de résultats de Google. On est allé faire un tour sur les sites des concurrents pour se rendre compte les types de pages positionnées. Et donc là, on va explorer ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? Si je reprends mon mot-clé EHPAD Nantes, la longue traîne, ça va être EHPAD Nantes pas cher, EHPAD Nantes près de chez moi, EHPAD Nantes unité Alzheimer. En fait, c'est tous les termes, toutes les recherches un peu plus longues en nombre de mots qui font référence à mon mot-clé principal ou qui sont des variantes de mon mot-clé principal. On va les trouver à plusieurs endroits. Si je prends EHPAD Nantes, par exemple, vous avez déjà les recherches associées en bas de page. On voit EHPAD Nantes recrutement, EHPAD Nantes tarif. Vous pouvez avoir, là, on n'en a pas, ces fameuses People Also Ask. Donc, si je cherche portage salarial, je vais peut-être l'avoir. Voilà. Autre question posée. Donc là, ça va vous donner une idée de cette longue traîne. Donc là, j'ai tapé portage salarial, mais du coup, ça va être portage salarial définition pour ce mot-clé-là. Avantage portage salarial, qu'on va retrouver aussi en recherche associée ici. À quoi ça sert d'aller étudier cette longue traîne? Ça sert à deux choses. Ça sert principalement à enrichir votre contenu. Pourquoi? Parce que si on a ce bloc haute question posée et on a le bloc en bas de page qui s'appelle recherche associée, c'est bien parce que Google associe ces termes-là. C'est-à-dire qu'associé à portage salarial, on a portage salarial tarif. Sous-entendu, les gens cherchent aussi portage salarial tarif quand ils cherchent ce mot-clé générique-là. Donc, c'est un thème que vous allez devoir aborder dans votre page si vous voulez réussir à vous positionner. Donc, finalement, avec la première étape, ça me donne une idée du type de page que je peux positionner.
La deuxième étape, ça me donne une idée du type de page et de ma capacité à me positionner parce que je suis allée voir ce que déploient les concurrents comme effort. Et avec cette troisième étape, je commence à dessiner les contours de mon contenu. Je commence à avoir une idée du plan. Finalement, si je reviens un peu en arrière, ça rejoint les questions derrière la requête. C'est un vrai complément. Si je me fie à mon persona, je me mets à sa place et je me pose toutes les questions qu'il peut se poser. Et si je me mets en posture de SEO, et ben le pendant, c'est étudier cette fameuse longue traîne. La quatrième étape, je viens de vous en parler, c'est les personas, donc on ne va pas reboucler là-dessus. Les besoins, les motivations, les freins, les questions dont je vous ai parlé, et puis l'intention de recherche, dans le sens où d'un persona à l'autre, l'intention de recherche peut être différente. Et ça, il faut en tenir compte et faire ce travail d'empathie. Et puis la cinquième étape qui est évidemment indispensable, c'est très bien d'avoir choisi un mot-clé et de me dire « Ok, c'est sur ça qu'il faut que je me positionne », mais est-ce qu'il correspond vraiment à ce que je fais? Est-ce que vouloir me positionner sur un mot-clé où il y a pas cher, c'est intéressant si je ne suis pas le moins cher du marché? Parce qu'en fait, je vais déployer beaucoup d'efforts pour me positionner sur ce mot-clé qui peut potentiellement être déceptif parce que je vais drainer du trafic qui ne va pas convertir. Et donc ça, l'adéquation entre l'offre et la demande et pas demain, c'est très important. Et puis la deuxième partie, c'est ce que je vous mets ensuite, les axes de différenciation. Comment est-ce que moi, je peux me différencier sur cette fameuse page de résultats par rapport à mes concurrents? Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins qu'eux qui fait que l'internaute va cliquer chez moi? Et ça, on le voit tout de suite dans les balises title ici, puis dans les métadescriptions. Alors là, c'est pas flagrant parce qu'on est sur les EHPAD, mais l'assurance auto, par exemple, c'est assez flagrant, notamment dans les annonces. On va déployer des arguments différents. Le lynx, on va être sur le devis gratuit. La MAF aussi. Assurland, on met en valeur que c'est comparateur. Matmut, là, on commence à avoir d'autres arguments. Toutes les garanties affichées, sous-entendu affichées sur le site. AXA, il va plutôt mettre en avant le devis gratuit. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'un affichage, publicitaire que vous auriez dans la rue. Et dans la rue, évidemment, vous travaillez l'accroche, vous travaillez vos axes de différenciation. Et title et métadescription, c'est pareil. Ce sont vos axes de différenciation. Et comme je suis sympa et que je vais vous faire gagner du temps, je vous ai fait une checklist. Alors, le nom du lien, c'était une autre conf, mais c'est pas grave. Qui reprend un peu ce que je viens de vous raconter. Donc, vous pouvez copier le lien ou alors, Olivier, tu peux le mettre dans le chat. Vous le retrouverez de toute manière dans la présentation. Ça va vous permettre d'avoir sous le coude un document pour refaire un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Les 5 étapes. État de la page de résultats. Est-ce qu'il y a des résultats Google Shopping? Donc, le point à vérifier. Et puis là, je vous mets, moi, des recos pressentis. Donc, s'il y a un résultat shopping, on pressent que l'intention, elle est transactionnelle, c'est-à-dire volonté d'achat. On va plutôt positionner une page catégorie ou une fiche produit. Est-ce qu'il y a un pack local, le fameux Google Maps? À ce moment-là, l'intention est transactionnelle ou alors le service inclut un contact dans la vraie vie, etc. etc. Type de page positionnée, choisir un template qui correspond aux pages concurrentes ou faire mieux que les concurrents. Voilà. Je vous remets à peu près tout ce que je viens de vous raconter. Je vous l'ai même mis en dark mode parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et puis, ça va vous donner un petit pense-bête pour vous dire est-ce que la page que je suis en train de créer, elle correspond bien à l'intention de recherche, elle correspond bien à ce que veut l'internaute. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Plus les résultats sont de qualité, mieux c'est pour les SEO. Et puis, comme vous venez de le comprendre, je vous mets un résumé de l'impact de toute cette partie d'exploration du mot-clé et de l'intention de recherche. Le type de page à positionner, parce qu'il faut aussi être conscient qu'un contenu aussi bon qu'il soit peut ne pas bien se positionner parce que le template n'est pas le bon. Encore une fois, je vous redonne l'exemple du e-commerce. Si vous avez optimisé une page catégorie, donc liste de produits,
Sur une requête informationnelle, vous pouvez ne pas réussir à vous positionner. Par exemple, comment choisir sa cafetière. Si vous voulez vous positionner sur comment choisir sa cafetière, vous avez fait un super contenu, mais elle est sur une page de liste de produits. Peut-être que vous n'arriverez pas à vous positionner parce que c'est une liste de produits. Alors que si vous le mettez sous un format guide ou article, bah peut-être que là, vous arriverez mieux à vous positionner. Comme je viens de vous expliquer, la structure de contenu et les informations à inclure dans la page vont aussi être déduites de toutes ces 5 étapes de l'exploration du mot-clé. Et puis enfin, les formats des contenus au sein de la page. Est-ce que je vais présenter cette information sous forme de paragraphe, de tableau, de FAQ? Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, on le voit par rapport au type de résultat. Si je mets prix déménagement, par exemple, voilà. Ça s'appelle la position 0. C'est quand il y a un contenu qui est extrait d'un site par Google pour être affiché en haut de page. Là, typiquement, prix déménagement, on voit qu'il va positionner plutôt un paragraphe, même si j'ai l'impression que c'est un tableau. Voilà, c'est une liste à puces. Donc, vous allez dire, peut-être que moi, il faut que je pousse une liste à puces ou un tableau. Et en fait, ces résultats-là, suivant leur format, tableau, paragraphe, citation, ça va aussi orienter les choix éditoriaux que vous allez faire. Donc, pour résumer, toutes les réponses sont dans la SERP. Et ça, je le dis tout le temps à tous mes clients, c'est important de l'avoir en tête. Hop là. C'est important de l'avoir en tête avec une bonne capacité d'empathie pour vous mettre à la place de vos rédacteurs et avec une bonne capacité d'observation et puis vous fouillez tout simplement la page de résultats de Google sur laquelle vous êtes positionné. Eh bien, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le SEO, c'est du bon sens. Et c'est aussi pour ça que cette conf, je la fais sous ce format-là. C'est pour faire comprendre aux personnes qui n'ont jamais fait du SEO que vous pouvez en faire sans être un expert SEO. Surtout sur l'aspect éditorial où on a tous une carte à jouer, tous quelque chose à dire. Et tant qu'on parle d'éditorial, parce que mes enchaînements sont incroyables, nous allons parler de rédaction. Donc, si je récapitule, en première partie, on a vu comment les personas peuvent vous aider à choisir vos mots-clés. En deuxième partie, on a vu comment explorer le mot-clé pour être vraiment pile dans le sujet quand on va rédiger. Et maintenant, on passe à la phase de rédaction. Et il est extrêmement important pour moi de vous faire passer ce message que vous voyez à droite de l'écran. Ne vous attendez pas à ce que le visiteur lise votre contenu parce que les visiteurs ne lisent pas les contenus. C'est la meilleure analogie que j'ai pu trouver, un chat qui pionce, qui dort. Nous sommes tous ce petit chat. Nous sommes impatients, nous sommes exigeants, nous sommes égocentriques et fainéants. Parce qu'on est pressé, en fait, on a autre chose à faire que de chercher l'information. Maintenant que Internet est là depuis des dizaines d'années, eh bien, on s'attend de plus en plus à ce que les expériences utilisateurs soient meilleures. Et c'est normal. Le web évolue et c'est à nous, éditeurs de sites web, de faire de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous, déjà, on est impatients, exigeants, égocentriques et fainéants, nos visiteurs aussi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, si vous faites du web marketing, vous le savez déjà, on scanne au lieu de lire une page, c'est-à-dire on va parcourir les titres. Et une fois qu'on a un titre qui retient notre attention, alors là, on va rentrer dans le paragraphe pour prendre l'information qu'on souhaite. On navigue toujours avec un objectif, même si l'objectif, c'est juste de regarder des vidéos sur TikTok. On navigue toujours avec un objectif. Parfois, on veut une information. Parfois, on veut acheter un produit. Parfois, on essaie de contacter un service client. Et puis, on n'a pas le temps de chercher. Encore une fois, ce n'est pas à l'internaute d'avoir à chercher l'information. C'est à nous, éditeurs, d'être bons pour répondre parfaitement à ce qu'il recherche. Du coup, je raccroche le wagon de la partie d'avant. Cette fameuse intention de recherche, si je comprends ce que la personne recherche, normalement, je ne me plante pas. Je ne vais pas faire tout un passage sur comment bien rédiger pour le web. Il y a des super formations sur le sujet et des vidéos sur Internet. Les constats, ces constats-là, on les connaît. Leurs solutions, on les connaît aussi déjà. Rédiger pour le web. Voilà, encore une fois, il y a plein de formations. Donc, je voulais vous apporter un petit peu autre chose. Pareil, c'est du bon sens. En plus, c'est des choses très faciles à mettre en œuvre.
Donc, vous, demain, si vous récupérez cette présentation, bah, vous êtes capable de le mettre tout de suite en place sur votre site. Donc, le premier exercice que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est de lire uniquement les titres et les phrases en gras de votre contenu. Et vous allez vous poser la question, est-ce que ça fait sens? Sous-entendu, est-ce que j'ai mis assez de sens dans mes titres qui, pour rappel, ont servi à l'internaute de scanner la page avant d'obtenir son information, donc ils ont intérêt à faire sens, quand je les mets tous les uns à la suite des autres. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc là, on a 2 paragraphes avec un titre. Où placer les détecteurs de fuite d'eau? Là, je vois en gras, à proximité de vos raccordements principaux comme le chauffe-eau, le chauffage, etc. Et donc, si j'extrais seulement ces titres et le gras, ça me donne à peu près où placer les détecteurs de fuite d'eau à proximité de vos raccordements, dans les cuisines et pièces techniques. Sur le deuxième paragraphe, où placer le détecteur de fumée, on me répond dans une pièce équipée d'un système de chauffage, dans les chambres. Là, ça fait sens. Et encore une fois, ce comportement-là qu'on est en train de regarder avec les points verts, c'est le comportement qu'on a tous. Et si vous n'en étiez pas encore conscient, essayez d'en être conscient en lisant un contenu et vous allez voir, c'est ce que tout le monde fait parce que personne ne lit un contenu en entier. On va le faire quand on lit un livre tranquillement, un roman, soit sur sa tablette, soit dans un livre. Mais quand on cherche une information, on ne lit absolument jamais tout le contenu. Et donc là, ça fonctionne. Donc, testez ça sur vos propres contenus après la conférence, là, et puis vous me direz si ça marche. Et puis, si ça ne marche pas, redonnez du sens dans vos titres, premièrement. Et puis, ne mettez pas en gras le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Mettez en gras tout simplement l'information principale de votre paragraphe. Ici, les titres sont sous forme de questions, donc c'est facile de mettre en gras la réponse à la question. Mais simplement, voilà, l'info principale, si la personne avait comme objectif de savoir où placer les détecteurs de fuite d'eau, je le mets en gras précisément. Un autre exercice que j'adore faire avec mes clients, c'est d'inverser les titres et les sous-titres. Et ça, c'est assez magique parce que le jour où on s'en rend compte, on ne peut plus s'en passer. Souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'on met une super promesse en titre et la preuve en sous-titre. Par exemple, meilleur service de web marketing de France. Preuve, 100% de nos clients ont atteint la première page en 3 mois. Et en fait, si j'inverse, la valeur, je la mets dans mon titre. 100% de nos clients ont atteint la première position en 3 mois. En sous-titre, découvrez la meilleure agence de SEO de France. C'est quand même vachement plus intéressant. Donc là, je vous ai fait un petit exemple avec un site qui a une plateforme de netlinking. Ils ont un paragraphe, le titre, c'est « Nos points forts ». Et dans le paragraphe, ils expliquent leurs points forts. Achetez vos liens sur de nombreux sites exclusifs en toute autonomie et discrétion grâce à notre plateforme. Et si on inversait, ce serait quand même vachement mieux. Site en exclusivité, autonomie et discrétion, la plateforme d'achat de Learnings Garden a de nombreux points forts, découvrez-les. Et moi, je trouve quand même ça beaucoup plus intéressant, sachant que je rappelle, on scanne, parce que ma valeur, elle est dans ce que j'ai scanné en premier. Et si je suis intéressée et que je me dis, tiens, site en exclusivité, je suis autonome et c'est discret, ça me parle, je vais rentrer après dans le détail du contenu et je vais aller parcourir ces informations. Donc ça, c'est un titre qu'on va dire nos points forts, vide de sens. Ça, c'est un titre qui est riche de sens. Là, on a un intérêt pour l'internaute, mais ce qui est génial, c'est qu'on a aussi un intérêt pour le SEO. Parce que ce qui fait un bon positionnement, c'est la richesse lexicale, c'est la bonne sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Et il y a des emplacements dans des pages qui ont une importance particulière et les titres en font partie. Donc, un titre comme ça a beaucoup plus d'intérêt à la fois pour le SEO et pour l'internaute qu'un titre comme celui-là. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir vos pages et puis regardez si vous ne pouvez pas inverser les titres et les sous-titres. Un autre exercice qui est intéressant, qui est un peu plus complet et complexe, mais qui est intéressant, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer du contenu ou compléter par une fonctionnalité?
Alors, je mets compléter parce que remplacer, ça pénaliserait le SEO dans le sens où on enlèverait du texte. Et pour rappel, pour l'instant, ce n'est quasi que ce que comprennent les moteurs de recherche, tout du moins c'est le texte qui sert à faire de la sémantique. Donc, compléter un contenu par une fonctionnalité, ça vous permettrait de mieux engager votre internaute plutôt que de lui proposer un pavé de 2000 mots où l'information, bah, faut qu'il la trouve à un endroit très précis. Donc, je vous ai fait un exemple pour estimation de déménagement où je vous compare 2 sites. Donc là, on est sur le site de Movinga qui se positionne sur estimation déménagement avec coût déménagement, comment l'estimer et le réduire. Donc c'est ce qu'on appelle un guide, donc c'est un contenu long, on doit avoir 2 ou 3 000 mots. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Bah, c'est un contenu très long, on a beaucoup d'informations. On a une ligne éditoriale qui est centrée sur le conseil. On a un contenu assez générique dans le sens où on a tout. Puis on va retrouver des tableaux de prix. Donc je rappelle que la personne a tapé estimation déménagement. Encore une fois, si on fait un travail d'empathie, moi je tape estimation déménagement, je veux estimer mon déménagement ou alors je veux qu'on me donne une estimation moyenne des coûts des déménagements à la limite. L'avantage de cette stratégie, c'est-à-dire un guide long, générique, centré sur le conseil, c'est que ça va donner un bon positionnement SEO. Parce que je peux développer beaucoup de champs lexicaux, parce que j'ai une sémantique très forte, et donc j'arrive à me positionner. Par contre, je ne peux que lire du texte, je ne peux pas interagir pour estimer mon déménagement. Il n'y a que ce tableau, alors il y en a d'autres en dessous, hein, mais il n'y a que ce tableau qui répond à l'intention de je veux estimer mon déménagement. Et je ne propose aucun résultat personnalisé. Donc en fait, le potentiel de conversion de ce type de contenu est assez bas. Du coup, c'est quand même très triste d'avoir passé du temps à concevoir un contenu qui, j'en suis persuadée, est de super qualité, surtout s'il fait 2 000 à 3 000 mots, alors que on ne va pas réussir à convertir, quoi. À l'inverse, chez les artisans déménageurs, on a une fonctionnalité qui répond à l'intention de recherche dès le haut de page. Estimation déménagement, avec tout cela, je peux estimer mon déménagement. Il y a même le titre H1, donc le titre principal de la page qui sert à la fois les moteurs de recherche et l'internaute, qui dit « Découvrez le volume représenté par les meubles et les cartons de votre déménagement ». Donc ici, j'ai cette fonctionnalité. En dessous, j'ai quand même un contenu qui est utile à la fois pour le SEO et l'internaute, à savoir pour calculer le volume de votre déménagement. Je parle à l'internaute. Et en même temps, je vais faire de la sémantique pour mon SEO. Par contre, comme on a beaucoup moins de contenu, alors rassurez-vous, il y a d'autres contenus en bas de la page, mais on va avoir besoin un peu de compenser avec des efforts de ce qu'on appelle la popularité. Donc la popularité, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est un des critères, c'est une famille de critères pris en compte par les moteurs de recherche pour définir le positionnement d'une page. Et c'est basé sur les liens, les backlinks, le netlinking, il y a plein de termes, les liens depuis d'autres sites vers votre site. Si on devait mettre en avant 2 familles de critères les plus importants, ce sont les contenus et les liens. Donc, un contenu qui est moins dense, eh bien, va devoir être un peu compensé avec des efforts de linking. Néanmoins, s'il y a ces efforts de linking, je reste persuadée que ce type de page convertit beaucoup mieux que ce type de page. Et pourtant, on arrive quand même à trouver un juste milieu avec le SEO en mettant du contenu. Et rien n'empêche d'avoir d'autres contenus en bas de ce paragraphe pour booster le SEO. La 4e partie, donc là, si je résume, en premier, on a parlé des personas. En deuxième, on a exploré le mot-clé un peu dans tous les sens, et puis vous avez la checklist pour pouvoir le faire vous-même. Et en 3e partie, on a vu ces tips de rédaction qui sont très simples à mettre en œuvre. On inverse les titres et les sous-titres. On lit, on scanne son contenu avec les titres et les mots-clés en gras, voir si ça fait sens. Et puis, on essaye de remplacer des contenus très longs par des fonctionnalités qui vont engager l'internaute. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet qui est l'ergonomie, l'UI, l'UX. Il y a plein de termes proches, sachant qu'on parle plutôt d'ergonomie ici. Et puis ce message qui est très important et que je répète encore aujourd'hui constamment, c'est le template qui s'adapte au contenu et ce n'est pas le contenu qui s'adapte au template. Si j'ai rédigé un super contenu et je sais que c'est ce contenu-là dont j'ai besoin pour me positionner, mais qui ne rentre pas dans ma page,
eh ben, il faut faire évoluer la page, tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle depuis tout à l'heure d'intention de recherche. C'est une vraie tendance de fond depuis 4-5 ans, même peut-être plus. Euh, et, et- et je vous ai parlé en début de prise de parole du fait que certains templates vont mieux se positionner que d'autres. Et ben, c'est parce qu'il faut qu'on se centre notre attention en tant que SEO, en tant que personne éditeur de site, sur l'intention de recherche plus que sur le contenu. Et on ne parle pas des types d'intentions. Là, pour info, derrière la croix, il y a marqué transactionnel, navigationnel, informationnel. Ça, c'est la catégorisation que Google fait des intentions de recherche dans les, attention, Quality Raters Guidelines. En gros, les guidelines qu'il va donner aux personnes qui travaillent chez Google, qui vont évaluer la qualité des pages. Il classe des types d'intentions. Aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur l'objectif de l'internaute. C'est super de savoir que quand quelqu'un tape fauteuil club, eh bien, l'intention, elle est transactionnelle, c'est-à-dire qu'il veut acheter. Mais il y a une grosse différence entre percevoir une intention transactionnelle et réaliser que la personne elle a moins de 200 € et que si dans mes filtres de catégorie, je ne lui propose pas un moyen d'avoir 0 à 200 €, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est l'objectif de l'internaute. Je raccroche les wagons. Toutes les questions qu'il peut se poser en amont quand il cherche un mot-clé, l'intention de recherche. Vous voyez qu'il y a une cohérence avec un peu tout ce que je vous raconte depuis le début. Du coup, je vous ai fait une petite map. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette map? Cette map va décrire l'objectif de l'internaute ou l'intention de recherche. On voit en haut, j'ai marqué précis, longue traîne. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que la recherche de l'internaute est précise? Ou à l'inverse, en bas de la page, est-ce que la recherche de l'internaute est vague? Par exemple, vague, ce serait fauteuil, précis, fauteuil de bureau en cuir. Ensuite, à droite, on va voir achat ou souscription. Est-ce que je pressens que l'intention, elle est transactionnelle? Donc, je veux acheter, je veux souscrire à un service, ou elle est plutôt informationnelle, je recherche de l'information. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette map-là va définir les types de pages que je vais proposer. Donc, si j'ai une requête précise avec une intention d'achat, la personne veut acheter un produit précis ou un service précis. Pour l'instant, normalement, vous me suivez. Par contre, une requête vague avec une intention d'achat, on est généralement sur quelqu'un qui est en train de préparer son achat. Je vous donne un exemple avec voyage. Voyage Sicile au départ de Nantes. Je pense que je sais à peu près ce que je veux, donc il y a des fortes chances que je veuille acheter un produit. Voyage Sicile tout court. Je suis peut-être même dans l'information, mais en tout cas, je suis dans le vague. Donc, soit je suis en train de préparer un achat, soit, et du coup, on passe à gauche, je suis en train de lire, de comparer, de récupérer des informations. Et puis, la dernière catégorie, c'est une requête précise, mais plutôt informationnelle. Là, on va plutôt être en train de chercher une réponse à un problème ou on a une question. Comment nouer une cravate? Bon, on ne va pas vendre une cravate à quelqu'un qui a cherché comment nouer une cravate. C'est plutôt du bon sens. Ce qui veut dire qu'en fonction de ces types de requêtes, vous pourrez, je vous enverrai la présentation, donc vous pourrez faire des captures d'écran. En fonction de ces types de requêtes, les pages que je vais positionner sont différentes. Et c'est ça, ce petit mapping que je voulais mettre en avant. Si on est en e-commerce, on va plutôt positionner une fiche produit sur de la longue traîne, donc des requêtes longues, ou tout du moins précises, je préfère dire précises que longues. On va plutôt positionner une page catégorie sur une recherche avec intention d'achat, mais qui est vague, fauteuil de bureau. Forme, c'est formulaire. Si on n'est pas dans du e-commerce, dans une intention d'achat, mais en souscription, devis de déménagement, par exemple, on va positionner une page formulaire. D'ailleurs, si je vous remonte estimation déménagement, où je vous ai mis l'exemple tout à l'heure, il y a une stratégie que je trouve plutôt smart, qui est de positionner un formulaire. Sur ce site-là, on a le formulaire de demande de devis. Donc, vous voyez que c'est un formulaire. Et en dessous,
on a tout le contenu pour le SEO. Donc, en fait, c'est tout à fait possible de positionner le bon template, même si c'est un formulaire qui, on a l'impression, fait partie d'un tunnel de conversion. Mais en fait, vous avez juste à réutiliser ce template et puis l'enrichir de contenu. Donc, c'est tout à fait possible. Les autres intentions, donc là, c'est 2 autres types de contenus. Contenu qu'on va appeler guide. Donc, les guides, c'est comme estimation déménagement. On est sur un contenu assez long. On va explorer une thématique de manière assez poussée et on va plutôt chercher à se positionner sur des requêtes assez génériques. Tout du moins, il y a beaucoup de volume de recherche. On sait qu'il y a une corrélation entre le volume de recherche et la concurrence et la taille du contenu. Attention, je ne dis pas qu'il y a une taille de contenu idéale, je dis simplement si un mot-clé sur lequel on veut se positionner est assez vague et assez large, eh bien, je vais devoir couvrir tout un ensemble de questions et d'intentions de recherche et donc mécaniquement, mon contenu va être plus long. Donc, c'est ce qu'on appelle les guides. Comment choisir une perceuse, par exemple. On va créer un guide assez long. Et puis, il y a la version un peu plus courte qui est le tutoriel. Donc, pareil, c'est souvent qui commence par un comment. Le tutoriel qui va être un guide séquencé avec des étapes. On peut d'ailleurs diviser, en faire des vidéos. Bref, il y a plein de formats très sympas. Et enfin, les contenus les moins proches de la conversion, ce sont soit des pages de définition, soit des articles. Et donc là, articles dans tous les sens du terme. Globalement, fiche produit, formulaire, page catégorie, on va être plus proche de la conversion. Un article et une page de définition vont être plus éloignés de la conversion. Donc, un mapping comme ça va vous aider à appréhender, encore une fois, quel type de page je dois concevoir pour réussir à me positionner et concurrencer ceux qui sont déjà positionnés. 4 règles d'or de la Team Cozy, Team Ozzy d'ailleurs, c'est pas grave. Ça, ce sont des choses qu'on s'applique à nous-mêmes depuis qu'on a monté l'agence, qui sont aussi issues de ces 10 années d'expérience et qui font vraiment la différence. Donc, si vous travaillez avec des équipes SEO, tant mieux. Si vous avez en interne des gens qui sont sensibilisés au SEO, ne les lâchez pas, ils peuvent vous être d'une grande aide. Donc, la première chose qui est très importante et qui rejoint, hop, je reviens en arrière, ce que je disais ici, c'est le template qui s'adapte au contenu et non l'inverse. C'est que je vous conseille très fortement de rédiger le contenu avant de concevoir votre page. Soit vous êtes en train de refondre votre site ou de créer votre site, rédigez le contenu d'abord, parce que comme ça, vous aurez déjà cette contrainte, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, d'information. Voilà tout le contenu, voilà l'information que je veux transmettre à mon internaute. Trouvons la meilleure structure de page, la meilleure ergonomie pour mettre en valeur ce texte et garantir d'avoir un bon SEO. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même extrêmement frustrant quand on veut développer une stratégie SEO de s'apercevoir tout simplement que le contenu qu'on a ne passe pas dans le template. Et c'est quand même très con de se dire on va abîmer notre acquisition. En gros, on va faire moins de business parce que dans ma page, ça passe pas, quoi. Ce qui veut aussi dire qu'il faut parfois revoir les processus de refonte, de création de site et que le SEO, c'est quelque chose de tellement transverse qu'il doit être là à chaque étape et le plus en amont possible. Parce que c'est pas quand on a fini les maquettes qu'il faut se dire zut, on n'a plus de place. Je vous conseille aussi de laisser à la personne qui est en charge du SEO la tâche de réaliser le wireframe. Donc, pourquoi ça ? Parce que ça vous permet de prévoir le maillage interne et les microdonnées. Donc, de quoi je parle ? Maillage interne, ce sont les liens entre les pages. Je vous parlais tout à l'heure de popularité, qui sont les liens depuis d'autres sites vers votre site. Là, ce sont les liens au sein de vos pages qui ont aussi un fort impact en SEO. Et donc, anticiper les emplacements de ces liens, ça se fait sur le wireframe. Et les microdonnées, ce sont ce qu'on appelle des balises sémantiques, des balises qui apportent du sens au texte. Et ça, pareil, ça va s'anticiper au niveau du wireframe. Et comme ce sont des contraintes SEO, il vaut mieux que ce soit fait avant les maquettes.
Le wireframe, il peut aussi servir de brief pour les rédacteurs et ça, c'est un vrai temps gagné. Quand vous avez un wireframe assez complet, bah, finalement, vous avez la structure de votre page. Vous avez le titre H1, les sous-titres de paragraphes. Vous savez dire à votre rédacteur si tel ou tel paragraphe, ça va être une liste à puces ou si ça va être un paragraphe de texte classique. Ils vont savoir si le texte, il va après une vidéo. Donc, ça va donner énormément d'informations à votre rédacteur. Et puis, dernier point, il peut servir de spécification pour les développeurs. Qu'est-ce que veut dire spécification? Ce sont toutes les informations sur le SEO, évidemment, qui vont servir à votre développeur quand ils vont concevoir, qu'on met généralement dans un doc Word, tout simplement. Donc là, c'est aussi un vrai gain de temps de dire à cet endroit, voilà les balises, à cet endroit, voilà les microdonnées, là, il faut que ça fasse ça, etc., etc. Comme je suis sympa, je vous ai fait des wireframes, des exemples de wireframes mobiles. Alors, je pense que j'ai à la fois... Ouais. Vous pouvez les récupérer, ils sont gratuits aux grandes dames de mes associés, mais vous pouvez les récupérer. C'est des modèles donc mobile first. Donc là, par exemple, c'est ça un wireframe pour ceux qui n'avaient pas le terme en tête. Donc ça, par exemple, c'est une page catégorie d'un site e-commerce. Ça vous donnera, on va dire, une base pour faire proprement les choses. Je vous ai mis quoi? Bah, les fameux guides. Vous voyez, c'est très, très long parce que c'est sur mobile, c'est normal. Ça vous donnera un cap, on va dire, une idée de là où aller si vous ne savez pas par où commencer. Vous retrouverez les tunnels, une page de vie, une fiche produit. Voilà, vous aurez un petit peu d'inspiration pour avancer. Et puis, c'est quand même le nerf de la guerre, encore une fois. C'est-à-dire, on n'est pas là que pour faire du positionnement, on est quand même là pour vendre. Et le wireframe est extrêmement stratégique parce que drainer du trafic SEO, c'est super, mais si le template, il n'est vraiment pas agréable pour naviguer, eh ben, vos visiteurs ne vont jamais convertir, quoi. Ça, je vous l'ai déjà dit, faire évoluer le template pour qu'il s'adapte au SEO, mais ce que je veux vous préciser, c'est que vous devez toujours prévoir un budget de développement dans un projet SEO. Et ça, c'est très important. Pour vous donner un exemple, nous, chez Cozy, on refuse des projets de prestation quand il n'y a pas de développeur en interne ou pas de budget de développement prévu dans une agence. Parce qu'il y a toujours du développement dans un projet SEO. Et qu'à l'inverse, si on ne peut pas faire de développement, en fait, on est très vite bloqué et les résultats ne sont pas là. Et du coup, c'est décevant. Et donc, on arrête en pensant que le SEO, ce n'est pas pour nous. Et ma dernière slide, il me semble, si je ne me trompe pas, qui est importante pour moi et qui est évidemment importante pour moi en tant que consultante SEO, c'est arrêter de prévoir un contenu SEO en bas de page. Arrêtons de penser que le SEO, c'est 3 gros pavés de texte en bas d'une page. Le SEO, c'est une opportunité et non une contrainte, dans le sens où le SEO, le référencement naturel, c'est rédiger du contenu qui va être utile à l'internaute, parce que s'il n'est pas utile à l'internaute, de toute manière, on ne va pas se positionner. Donc, en fait, c'est une opportunité d'apporter de l'information et d'aider à convaincre la personne pour qu'elle convertisse, et non pas 3 pavés illisibles tout en bas d'une page catégorie qui, finalement, n'apporte aucune valeur. C'est tout pour moi ce soir. Si vous avez des questions, je vous écoute. Olivier, si jamais tu as des commentaires, je suis aussi à ton écoute. Oui, alors pas de questions. Ok. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à en faire, il suffit juste de cliquer sur discussion. Oui, tu as bien mené. Ouais, super. De toute manière, moi, je mettrai à disposition cette présentation. Elle est déjà en ligne, d'ailleurs. Le document PowerPoint, donc il sera accessible. Et puis, moi, je suis sur Twitter s'il y a des questions. Donc, voilà. N'hésitez pas. J'espère que
J'espère que c'était clair. Moi, c'était un message qui était important à faire passer dans le sens où il faut un Mmh. peu démystifier le SEO et c'est une approche un peu plus simple et qui fonctionne. Donc Après, ça n'hésitez pas à reste, tester des choses de votre côté. ouais, effectivement, après, ça reste un travail technique, comme Laura l'a expliqué. Vous utilisez des plateformes externes, donc des plateformes de recherche de mots-clés. Vous faites tester vos sites, vos pages pour les optimiser. Donc, effectivement, ça requiert, si vous n'avez pas initialement de formation sur le SEO, d'être accompagné dans un premier temps par un technicien, donc, comme, euh, comme l'agence Cozy. Voilà. Donc, si vous souhaitez à l'avenir justement travailler le SEO de votre site, n'hésitez pas à avoir recours à l'agence Cozy. Et C'est puis, gentil. comme c'est le cas pour Pyrénées de Vallée. Et voilà, moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouvais la présentation très bien faite. Voilà, donc vous aurez les liens avec le replay. Donc, Martha Romero remercie beaucoup Laura. Merci, Avec Laura. plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, on va conclure. Merci, Laura. Merci à tous d'avoir été présents. Et vous aurez bientôt le replay par Émilie. Très bien. Et ben, bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.